Cette conférence va maintenant être enregistrée. Alors voilà. Alors bonjour à tous. Mon nom est Hélène Méthode, directrice générale du Centre d'expertise en production ovine. Ça me fait plaisir au nom de Léa qui est du CEPOC de vous recevoir tous à cette discussion d'industrie. Le thème d'aujourd'hui, c'est la mise en marché de l'agneau et l'achat local. Alors, on a 4 intervenants avec nous aujourd'hui. Donc, d'abord, M. Jean-Nicolas Tremblay, qui est directeur général des IGA des Sources, qui est un regroupement de 6 épiceries dans la région de Québec. Nous avons aussi Dominique Châtelain, qui est propriétaire de l'entreprise Les Trouvailles Gourmandes du Canton, dans la région de Montérégie. Monsieur Gaston Dupont, qui est propriétaire de la bergerie Dupont, dans la région du Bas-Saint-Laurent. Et la magie de la technologie va nous permettre de voir dans quelques secondes Madame Sophie Locré, qui est conseillère en développement régional au MAPAC. Alors, Sophie, je vous invite à activer votre caméra. Merci. Alors, merci à tous les 4 d'être présents. Donc, dans un premier temps, on va faire comme un petit échange. Je pense que quelques-uns d'entre vous préféraient, plutôt que de faire un exposé, là, que ce soit plus sous une forme de discussion. Alors, on va retenir un peu l'idée de ce format-là pour cette fois-ci. Puis, on va se garder comme une période quand même assez importante à la fin de la rencontre pour permettre aux différents participants de poser leurs questions à l'un ou l'autre d'entre vous. Donc, comme Marie-Josée le mentionnait, je vous invite à désactiver votre micro lorsque vous n'intervenez pas pour vous assurer de ne pas contaminer le son. Est-ce que je voyais des visages dans nos... Est-ce que le son est correct? Oui? Est-ce qu'on entendait des drôles de sons en arrière? C'est pour ça que c'était bizarre. OK. Gardez votre doigt ou votre souris proche de votre capsule de micro pour désactiver et réactiver là, pour vos interventions, s'il vous plaît. Alors, question de se lancer, j'inviterai peut-être Jean-Nicolas à faire une petite introduction générale, parce que quand on s'était parlé, Jean-Nicolas, tu m'avais mentionné qu'au cours des derniers mois, au niveau du détail, vous aviez observé comme 3 mouvements de consommation un petit peu en réponse à l'évolution de la situation du COVID. Donc, je t'inviterais peut-être à faire part un petit peu là, des observations que tu as vues là, depuis le début de la crise, mois de mars, tout ça, jusqu'à aujourd'hui. All right. D'abord, bonjour à tout le monde. Oui, Hélène, on avait discuté parce que tu m'as demandé qu'est-ce que j'avais perçu un peu, moi, depuis le COVID. Et Dieu sait qu'on a été très impliqués, nous autres, dans les deux derniers mois, presque 3 derniers mois. Cette observation-là, je dirais qu'elle est vraiment plus à l'interne. C'est pas quelque chose qu'on a entendu ou bien quelque chose qui a été, qui vient de professeurs ou quelque chose comme ça. Mais nous autres, on a vraiment décelé 3 mouvements. Les 3 mouvements, quand on parle des 3 mouvements un peu de consommation, c'est que les 2 premières semaines, les achats étaient sur tout et en abondance. Donc, quand je dis de tout, c'est qu'on vendait de tout en abondance, produits en spécial, produits en spécial. Quand on voit nos ratios, nous autres, de produits, de spéciaux qu'on va vendre en magasin, qu'on tient toujours à un certain pourcentage, même le ratio avait descendu parce que tout le monde achetait de tout. Vous avez tous vu la fameuse épisode des papiers de toilette. Ben, ça a été vraiment oui, une réalité. À partir du jeudi, quand on fait l'annonce, moi, jeudi 4 heures, il me restait aucun papier de toilette dans tous les magasins. Ça donnait vraiment un coup. Ensuite de ça, ben, qu'est-ce qu'on a aperçu? Ben, tout ce qui existait, des fruits congelés, les légumes congelés. Vendredi, il me restait déjà plus rien. On parlait de même pas 24 heures, c'était déjà tout vendu. Les canages, c'était déjà tout vendu. Et là, après ça, on voyait tout ce qu'il y avait de mouvement, là, c'était les consommations de masse. Les gens achetaient tout ce qu'ils pouvaient vraiment au niveau de la viande. C'était vraiment, on remplit le panier, on veut se stocker. C'était comme un peu la réaction là, de quasiment de survie là, qu'on a vu tout d'un coup. Ça s'est calmé 2 semaines plus tard. On est embarqué dans le mouvement. Après ça, des gens qui ont dit OK, là, je commence à avoir une sécurité d'emploi qui diminue. Beaucoup de gens qui ont arrêté de travailler. Et là, on a eu 2 mois, nous autres, où ce qu'on a vu, au contraire, là, les restos de spéciaux ont vraiment monté. C'était vraiment orienté, la consommation est orientée vers les produits de base. Quand on parlait des produits de base, ben là, on voyait autant les bœufs hachés, tout ce qui était un peu plus, moi, je vous dirais, là, on a même arrêté 80%, nous autres, de ce qu'on appelait les prêts à cuire, là, parce que c'est plus ça qu'on vendait. On vendait plus ça, les petites rosettes de bœuf, ben, même dans les brochettes, c'était même plus rendu, là, quelque chose qui était intéressant en magasin. Mais, tu sais, la viande hachée, on en vendait en quantité incroyable. Des filets de porc, on en vendait en quantité incroyable. C'était vraiment orienté vers ça, vraiment orienté vers les spéciaux. Et là, je vous dirais, ça, on couvre maintenant à peu près 2 mois et demi en tout. Là.
Et là, on est revenu depuis environ 2-3 semaines. Le déconfinement et la température en même temps qui revient au Québec un peu sur le sens. On revoit que les gens ont envie de se gâter, les gens ont besoin d'avoir un petit côté un peu plus festif et de se gâter. Je pense qu'on le ressent tous un peu, ça, justement. Et là, on commence à revoir vraiment depuis, je vous dirais depuis la mi-mai environ, là, on a vu vraiment ça ressortir, les gens, là. Nous autres, on a tout réouvert nos bulles de service, nos comptoirs service. Les gens consomment énormément de ces produits-là. Si on revient là, dans les produits de saucisses, dans tous les petits produits fins, tout ce qui existe de barbecue, c'est rendu là, vraiment, tout est revenu un peu à la normale, même une normale forte, je vous dirais. Il n'y a pas un spécial qu'on est capable quasiment d'arriver au niveau de l'approvisionnement actuellement, dans la chaîne d'approvisionnement, quand on parle des produits comme le bœuf, le porc, le poulet. Aussitôt qu'il y a une annonce, les gens, ils vont. On en parle de la semaine passée, juste des quantités, les tomahawks. Si on parle des tomahawks, il y a 2 semaines, des tomahawks de bœuf, c'était des ventes incroyables. On a vendu la même chose en tomahawk qu'on a vendu l'année passée. Pendant la semaine de construction, puis qui faisait 30 degrés toute la semaine, on a vendu la même quantité déjà là. Fait que les gens, on voit qu'ils ont besoin de se gâter. On a vécu la même affaire la semaine passée avec le faux filet Sterling. Donc, c'est un peu les 3 mouvements de consommation. Là, on voit que les gens, ils ont envie de se gâter, ils ont envie que ça rock un peu sur le charcoal, puis d'avoir un mouvement un peu festif. Donc, on est rendu là actuellement. Moi, on va peut-être sûrement pouvoir en parler plus tard. C'est toi, Hélène, qui va pouvoir diriger la rencontre, mais je vois quand même une belle opportunité à venir parce que là, on voit le mouvement achat local, il continue à être très fort. On le ressent. Les gens nous en parlent. Juste pour vous dire, moi, j'ai même refait faire du matériel publicitaire qui va rentrer seulement demain, mais je l'ai fait faire en début de semaine pour dire voici des produits québécois. Des produits, je donne un exemple très simple, juste un 4 litres d'eau. Je prends le Labrador, qui est maintenant fait partie d'une multinationale. Je prends Aquabos à côté. Je suis carrément même au même prix à 2 pour 1 que les gens vont acheter vers l'Aquabos. Les gens sont vraiment sensibles à ça. Donc, achat local, produit du Québec. Je pense que de plus en plus, côté festif, un barbecue qui s'en vient. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui peut s'en venir pour vous autres, qui peut être intéressant à exploiter, là. C'est bon, merci, Jean-Nicolas. On pourra peut-être y revenir un petit peu tantôt sur le thème de l'achat local. Du côté de ton côté, Dominique, est-ce que tu as perçu un petit peu les mêmes mouvements de consommation? Jean-Nicolas, est-ce que tu pourrais fermer ton micro, s'il te plaît? Je pense que c'est ça le contaminant entre le mien et le tien. Donc, oui, Dominique, est-ce que tu as observé un petit peu les mêmes mouvements, toi? Bien, d'abord, un petit peu, IGA, c'est un modèle de mise en marché qui est plus connu de tout le monde. Peut-être que tu pourrais prendre quelques minutes pour nous parler un petit peu du profil d'entreprise, le genre de distribution que vous faites aux trouvailles gourmandes du canton. Puis après ça, peut-être compléter en mentionnant si tu as observé les mêmes cycles un petit peu dans les derniers mois, s'il te plaît. OK. Bonjour tout le monde. C'est spécial d'être là puis de faire partie du panel. Je suis super content. Je tenais à le dire. Nous autres, comme tel, la ferme, c'est une petite ferme familiale. On a 225 brebis. On produit annuellement là, 400 agneaux. Puis, on a la boucherie C1 à la ferme. Fait que, juste vous dire, nous autres, mis à part l'abattage qui est fait en abattoir A, toutes les activités, toutes les actions par rapport à la production ovine, par rapport à la découpe, la transformation, c'est nous autres là, qui les faisons d'un bout à l'autre de la chaîne. Nous autres, la façon qu'on l'a vécu au départ, moi étant, je demeure à Roxton Falls, je suis à l'extrême est de la Montérégie, je suis même la MRC d'Acton, je suis à la MRC de Montérégie, excusez, de la région de la Montérégie, je suis dans la MRC d'Acton. On est une région limitrophe entre le centre du Québec, l'Estrie et aussi la Montérégie. On n'est pas une région où ce que le tourisme gourmand est très développé. Là, je travaille ça depuis plusieurs années, puis là, enfin, ça commence à répondre avec la COVID. Donc, nous autres, le début a été un petit peu plus paniquant. J'ai fait des messages sur les réseaux sociaux. Les premières semaines, nous autres, moi, je suis président du marché public à Granby. Les marchés publics ont été annulés. On avait un marché le 14, puis M. Legault a mis le Québec sur pause le 12. Fait que ça a causé une commotion aussi pour nos mises en marché. On avait le marché de Pâques qui s'en venait en avril, qui a été annulé aussi. Donc, on s'est reviré de bord, ma famille puis moi, à dire comment est-ce qu'on en survit. Au départ, les premières semaines, je dirais les 2 premières fins de semaine, nous autres, ça a été un petit peu, sans dire la catastrophe, mais ça a été paniquant. Les restaurants ont fermé coup sur coup. Les boucheries qu'on fournissait ont réduit. Pas de marché public non plus. Donc, nous autres, c'était comme plus
un danger là, à savoir comment est-ce qu'on va vivre ça. Puis en parlant avec des gens qui vivent autour de moi puis qui sont dans d'autres productions comme le poulet, le porc, eux autres, ben, ça a été Noël au mois de mars. Là. Les gens se garrochaient, excusez l'expression, sur des viandes de première ligne. Ils se garrochaient sur du stock qui coûte moins cher puis qui est de commodité, là, qui est plus rapide à faire. Nous autres, ce qu'on a fait de notre côté, on a démarré avec la gang du marché public à Granby, on a démarré un marché virtuel pour essayer de garder notre clientèle captive avec nous, ce qui a très bien fonctionné. Puis en même temps, à peu près là, dans la deuxième semaine de confinement, ben là, quand M. Legault a dit achetez local, pensez à vos producteurs, pensez à ceux autour de vous. Là, nous autres, on l'a vu la montée là, de l'achat local, puis là, on s'est fait prendre d'assaut sur nos produits. Semblable à ce que M. Tremblay disait, nous autres aussi, on en a eu des vagues. Les premières vagues, contrairement à vous autres, dans le cas de l'agneau, on a vendu beaucoup de produits haut de gamme, du carré, du gigot, des surlonges, puis même de la brochette marinée, des produits préparés, parce que là, les gens avaient le temps de cuisiner. Fait que dans nos premières semaines, nous autres, ça s'est plus répercuté dans de la belle coupe. Quand le temps a continué, là, les gens se sont comme habitués à voir nos produits. Là, on a tombé dans du produit un peu plus comfort food, là, un peu plus préparé. Puis aussi, ben, on a tombé dans les produits transformés, les produits qui se cuisinent rapidement. Je vous dirais, par rapport à actuellement, depuis le déconfinement, tant à la boutique chez nous que dans les marchés publics, nous autres, dans l'agneau, on observe une légère baisse parce que là, c'est sûr qu'il y a toujours le coût. Puis il y a aussi les gens retournent travailler, fait qu'ils ont moins le temps de se promener sur Internet ou ils ont moins le temps de venir à la ferme. Fait que moi, c'est ce qu'on vit. On repart, nous autres, la saison du marché public là, la semaine prochaine pour la saison estivale. On le fonctionne de la même façon en ligne. Fait qu'on espère que ça va repartir, mais il n'y a rien de paniquant dans nos choses pour la ferme actuellement, dans le sens qu'on a quand même vendu dans plusieurs boutiques. On a quand même tout. Ça a été Noël, nous autres aussi, mais plus décalé que les viandes de première ligne, je vous dirais. Mais là, on sent un petit ralentissement, mais qui, somme toute, moi, j'ai comme vécu, je vous dirais, il y avait le stress début COVID où la société était un petit peu sa panique à tout vider puis prendre d'assaut les épiceries puis les endroits, les petites places locales. Je vous dirais aussi que depuis le déconfinement, il y a un autre stress social à dire, ben là, on retourne travailler, on est plus stressé, on va se limiter dans nos achats. Fait que moi, c'est comme ça que je le vis de mon côté actuellement. Merci, Dominique. De votre côté, M. Dupont, est-ce que ça ressemble à ça? Puis le fait que le Bas-Saint-Laurent ait gardé un taux quand même très, très faible en termes de nombre de cas, fait que le rythme de vie, est-ce que vous avez l'impression que le rythme de vie était un petit peu différent en période de confinement au Bas-Saint-Laurent que ce qu'on a vécu dans des régions qui étaient plus touchées? Comment ça s'est passé pour vous? Ben, en général, chez nous, la période du confinement, c'est une période de l'année là où c'est assez tranquille chez nous. On s'implique surtout au niveau marché public, au niveau estival, marché d'été, c'est plus fort chez nous à la Bergerie du Pont. Mais selon moi, le confinement, ce que ça a apporté, c'est que les gens ont eu une crainte de mieux placer leurs sous, sans savoir où est-ce qu'on s'en allait avec tout ça. Ça fait que beaucoup ont coupé au niveau de la viande de luxe, dont dans l'agneau. Et puis, un autre facteur qui nous a, je pense, beaucoup touché, puis que ça va nous toucher tant que les gens ne pourront pas recevoir, c'est que l'agneau est connu pour une viande qu'on se sert pour recevoir. Tandis que les autres viandes de première ligne, comme on dit, c'est plus des viandes de tous les jours, des viandes que les gens mangent chez eux, pas de problème. Mais l'agneau, on s'en sert beaucoup pour recevoir. Puis plus qu'on ne peut pas recevoir, ben je pense moi, que j'ai perdu beaucoup de clientèle avec ça. Ça grouille un peu, mais c'est semblable aux autres années. Pour certains, c'est plus intense. L'achat local est présent, l'achat local, ils tiennent, ils travaillent fort. Mais pour d'autres, ben, s'ils ont perdu leurs emplois, puis s'ils ne savent pas que leur entreprise va repartir, c'est dur de se payer des luxes, puis se payer des repas un peu plus dispendieux. Je crois que le homard se vend très bien. Je ne comprends pas pourquoi l'agneau ne se vendrait pas aussi bien aussi.
Pour vous, M. Dupont, vos principaux canaux de distribution, est-ce que c'est de la vente, une boutique à la ferme en grande partie? Est-ce que vous avez des dépositaires qui distribuent vos produits? Ça ressemble à quoi un peu votre profil de distribution? Ben, si on parle de viande nature, c'est seulement moi qui la vends. J'ai fondé le marché public à Rivière-du-Loup il y a 12 ans. On a travaillé à le fonder. On commence notre 11e année de mise en marché. Et puis, moi, c'est surtout du marché public. J'ai des produits fins aussi que j'avais des points de vente à grandeur de la province. Mais vu que, bon, la conjoncture, le marché, toutes ces choses-là, il y a quelques années, j'ai commencé à diminuer mes points de vente. J'ai quand même mes produits fins que je peux distribuer encore, mais c'est un marché plus annuel dans des boutiques spécialisées, des fromageries. Et donc, on fait des bonnes saisons quand le touriste se promène. Puis là, ben, c'est ça. Probablement qu'on va commencer à avoir des touristes. Puis les produits que je transforme ici à la ferme, ben, c'est moi qui les vends aussi. J'ai quelques restaurateurs, mais c'est pas nécessairement la niche que je recherche. J'ai un autre producteur dans mon coin qui fait de la mise en marché, puis lui, il s'oriente plus vers les restaurateurs. Puis c'est très bien parce que si on vise toute la même niche, ben on va juste partager les clients. Puis au Bas-Saint-Laurent, la clientèle de consommateurs d'agneaux n'est pas très grande. Même il y a 10 ans, quand j'ai commencé au marché public à Rivière-du-Loup, je faisais du Ricardo de moi-même. Je passais mes journées de marché public à faire du speech. Puis ma conjointe puis ma fille vendaient à chaque côté de moi, mais moi, je leur expliquais les recettes, puis je faisais du Ricardo. Mais là, maintenant, Rivière-du-Loup et dans le Bas-Saint-Laurent, on commence à mieux consommer l'agneau parce que les gens croyaient que ça se consommait juste en méchoui. Alors, on a dû rentrer dans les cuisines une à une et puis on réussit à faire la mise en marché comme ça. Mais je pense que ce qui est important, c'est de viser les niches là où on a des forces. Et puis, si tout le monde s'en va dans la même niche, on va juste diluer la clientèle et puis on fera pas le même, on fera les mêmes chiffres. Alors, s'il y en a qui ont l'intention de démarrer, c'est peut-être une cible à avoir. Allez vers vos forces. Bon, je vous remercie. Sophie, est-ce que cette situation-là, puis la relance, l'achat local, on va rediscuter un petit peu de ça avec nos autres intervenants. Est-ce que pour ta part, comme conseillère, tu as constaté que malgré les incertitudes que la situation apporte, est-ce qu'il y a des opportunités qui se créent pour des gens qui souhaitent développer des aspects de leur business qu'ils n'ont pas encore mis de l'avant ou c'est quoi votre recommandation? Soyez patient, prudent, attendez, ou bien on met des choses en route pour prendre la cadence au bon moment quand la consommation va battre son plein avec l'été qui s'en vient, tout ça. C'est quoi un petit peu le mot d'ordre qui est recommandé de ton côté comme conseillère en développement? C'est un peu dur de se positionner à ce moment-ci, parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes encore au Québec par rapport à la situation liée à COVID-19. Même nous qui travaillons au ministère comme conseillère, il y a des informations qu'on apprend dans les médias comme vous. Donc, c'est dur d'avoir une boule de cristal puis voir dans l'avenir. C'est sûr qu'on a eu beaucoup de craintes, je pense, en début de pandémie COVID-19, comme d'autres intervenants ont dit. On a eu des craintes au niveau de la vente directe. Pour nous, on se demandait même l'impact que ça aurait sur la vente à la ferme, la vente en marché public. On constate dans certains secteurs que tout le mouvement d'achat local est assez bénéfique pour nos producteurs qui font de la vente directe. Là, on le voit dans le légume, par exemple, les paniers d'agriculture soutenus par la communauté qui se vendent très bien. Il y a des producteurs de viande aussi qui faisaient des paniers de viande qui ont tout vendu, alors qu'à ce temps-ci de l'année, normalement, il leur en reste encore pas mal. Donc, je pense que ça dépend des secteurs, ça dépend des types de commercialisation. C'est sûr que nous, on avait des craintes aussi avec COVID-19 de tout ce qui est produits fins ou produits de spécialité, de comment ça allait sortir dans les marchés parce que vous l'avez déjà exposé. Il y a des gens qui ont perdu leur emploi, il y a de l'incertitude, il y a différents comportements de consommation qui ont varié. Fait que c'est intéressant de vous entendre. En fait, comme M. Tremblay a dit au début, il n'y a pas de données de professeurs, mais on n'en a pas non plus. Je ne pense pas qu'il y a aucune étude qui a été faite poussée sur les comportements d'achat alimentaire, là. Donc, c'est ça. Puis, c'est sûr qu'on est encore en attente de d'autres directives au niveau de la restauration puis du tourisme. Donc, pour toutes les entreprises qui font de l'agrotourisme, qui reçoivent des gens à la ferme, c'est sûr que ça va avoir un impact, le déconfinement qui va avoir lieu pour ça. Merci, Sophie. Jean-Nicolas, tantôt, tu mentionnais là, que tu voyais des opportunités pour plus spécifiquement l'agneau, qui est le produit qui intéresse tout le monde qui est branché aujourd'hui, plus particulièrement.
ça se traduirait comment, ces opportunités-là, tu penses, pour le secteur, pour les producteurs, pour les transformateurs aussi, là, dans le fond, pour notre chaîne de valeur complète? Bien, regardez, pendant qu'on j'avais des interventions, j'analysais certains rapports en même temps au niveau de l'agneau, surtout pour le mois de mai dans nos magasins. Ce que je vois, mes magasins en croissance, ce que j'ai vu, puis c'est au mois de mai, une forte croissance dans l'agneau. Ma catégorie agneau, j'ai quand même 2 magasins qui sont au-delà du 40 de croissance dans le secteur de l'agneau. Fait qu'on voit ça, c'est pas compliqué, on arrive au mois de mai, c'est l'achat local. On a quand même martelé l'achat local, il est bien indiqué comme étant agneau du Québec, tout ça. On voit que les gens avaient vraiment cet engouement-là. Si vous pouvez me permettre, moi, je pense qu'on a quand même une possibilité d'un effet de levier actuellement avec le mouvement de l'achat local, mais il y a 2 ans, quand j'avais été vous voir, moi, il y a une chose qui m'a toujours interpellé, c'est que j'aime beaucoup l'agneau du Québec. Je trouve vraiment que c'est une viande qui est vraiment raffinée, qui est intéressante. Tantôt, j'ai entendu parler, oui, c'est est beaucoup lié, cette viande-là, au festif, puis au fait de recevoir et tout ça. Et c'est vrai. Par contre, moi, je pense qu'en ce moment, on doit continuer aussi de vouloir travailler peut-être un peu différemment l'agneau, dans le sens que, sans dire de travailler différemment, mais peut-être une valeur ajoutée supplémentaire. Effet de levier, les gens veulent acheter actuellement local. Ce que les gens veulent aussi, c'est de savoir c'est quoi l'agneau du Québec encore versus l'agneau de Nouvelle-Zélande. Ça a l'air compliqué, ça a l'air à dire, j'ai l'air de quelqu'un qui est aucunement négatif là, quand je dois le dire, là, mais j'ai encore des gens à qui j'apprends ça, juste que je leur parlais, là, je leur parlais encore de l'agneau du Québec, il y a encore beaucoup de gens, on entend parler, puis on dit souvent à la blague, quand on parle de la vieille laine, justement, de la Nouvelle-Zélande, moi, j'ai découvert l'agneau du Québec il y a environ 5 ans, et c'est là que j'ai fait, OK, il y a une énorme différence entre les 2 produits, et aujourd'hui, je parle, il y a tous les mois, c'est certain que j'ai des intervenants, des gens que je parle, qui ne savent même pas c'est quoi la différence. Il faut marteler sur cette différence-là, puis pourquoi vous avez ce produit-là. C'est un tabarouette de beaux produits, c'est important. Deuxième affaire, on sait que les barbecues, là, les charcoal, c'est en mode. Il y a un gros trend là-dedans, c'est vraiment intéressant. On le voit, nous autres, tout ce qui existe de pièces de viande, les modèles de cuisson pour le charcoal, les mouvements avec les barbecues Québec, de souvent des choses comme ça. Ben moi, je dis tabarouette, on a une belle opportunité pour travailler ça aussi. On rentre, effet de levier, comme je le dis, oui, produit de Québec, on rentre dans la saison estivale. Je pense que les gens ont besoin de savoir que ça existe de manger autre que de l'agneau, qu'avec de la menthe ou des choses comme ça. C'est drôle quand je parle de ça, mais si vous saviez le nombre de consommateurs à qui je parle et que c'est encore cette discussion-là qu'on va avoir, moi, nous autres, quand quelqu'un va aller, peut-être plus à moi que je me trompe, je ne suis pas un spécialiste pour les boutiques spécialisées, mais d'après moi, qui vont voir les boutiques spécialisées, ils vont se faire conseiller davantage ou du moins sont déjà intéressés. De notre côté, c'est la consommation courante. Les gens passent, on veut accrocher l'œil. On l'a vu il y a 2 ans, environ 3 ans, il y a eu une côtelette qui est apparue, qui était marinée par le charcoal et on a eu vraiment un très beau petit succès pour ce produit-là. Je pense qu'il faut continuer de travailler là-dessus. C'est cette opportunité-là que je vois. Puis moi, je vous dirais que, selon moi, c'est sans précédent un peu. Là, tous les produits du Québec, comme je le disais, il y a une énorme croissance. On voit l'agneau du Québec. Quand je vous dis, j'ai 2 de mes magasins qui étaient en croissance, d'autres aussi, mais l'agneau du Québec a même performé au-delà de la performance du magasin. Ça veut dire que le produit était intéressant. Par contre, puis les gens ne recevaient pas. Donc, on sait que les gens ont un intérêt pour ce produit-là. Continuez de marteler sur vos avantages d'agneau du Québec et ensuite de ça, peut-être amener une petite nouveauté. Moi, j'aimerais ça voir un max de Barbecue Québec arriver sur le charcoal et dire « Let's go, aujourd'hui, c'est moi qui va vous pimper un agneau. » C'est ce qu'on veut entendre, c'est ce qu'on veut voir. Et amener peut-être un peu plus aussi la gamme du 20, tu sais, la tranche d'âge du 25 à 35, 25-40 ans vers cet axe-là aussi. Pour moi, je vous le dis tout le temps, je ne suis pas un spécialiste du marketing, je suis juste un tripeux d'alimentation. Je baigne là-dedans depuis environ 20 ans, malgré mon jeune âge. C'est quelque chose que je trouve intéressant. Je crois qu'on a une belle opportunité en ce moment, une excellente opportunité pour votre produit. Merci, Jean-Nicolas. Juste pour conclure un peu sur les observations que tu as fait, l'augmentation de 40 tout ça comme globalement, les épiceries que vous avez, IGA des Sources, sont quand même situées dans des régions de la ville ou de la grande région de Québec avec des profils de population assez différents d'une place à l'autre. Est-ce que tu as vu, tu sais,
les mêmes mouvements dans l'ensemble des épiceries où les fluctuations étaient déphasées en fonction du revenu moyen de la population environnante et tout ça? C'est quand même particulier. D'habitude, à chaque fois qu'il y a un mouvement, on le voit vraiment, oui, avec le revenu disponible. Ce qui est particulier dans ce que j'ai vu comme rapport, c'est que non, il n'y a même pas de... Ben, dans le même temps, c'est peut-être un bon signe aussi, là, mais non, j'ai autant un magasin, moi, mon magasin, où le revenu moyen le plus faible pour les 5 magasins sur les 5 IGA, parce qu'on a également un IGA Express, mais pour les 5 vraiment IGA, notre magasin le plus faible, le plus faible revenu a une croissance d'environ 25 %, tandis que mon magasin qui a le plus fort revenu a eu tout près de 10 %. Et j'ai aussi le magasin de Bois-Châtel, par contre, qui, lui, se situe dans la moyenne forte. Et là, lui, il a eu une croissance de 45 % dans son cas. Fait que, tu sais, je vous dirais, là, j'ai mon Sainte-Catherine, la Jacques-Cartier, très familial, croissance de 20 % au niveau de l'agneau, très familial. Mais j'ai même pas... souvent, on voit vraiment une tangente sur certains produits. Dans ce cas-là, je pense que tout le monde a fait un certain effort. Puis, je suis quand même surpris de notre magasin, nous autres, de Première Avenue, qui est directement là, sur le bord de Limoilou, Charlebourg. Et regardez, une belle croissance au niveau de l'agneau, malgré tout, là. Je te remercie, Jean-Nicolas. Du côté de Dominique, est-ce que, pour ta part, il y a comme eu des opportunités? Est-ce que tu es revenu un peu avec les produits, les mêmes produits que tu avais avant la crise, avec le même genre d'engouement pour chacun de ces produits-là, même genre de consommateur, ou bien ton marché c'est un petit peu a bougé un peu, puis ça a créé des ouvertures sur lesquelles tu pourrais peut-être capitaliser dans les prochains mois? Je te dirais, sans dire qu'on a créé d'engouement pour du nouveau produit, je te dirais que c'est resté sensiblement pareil. Ce qu'on a fait de particulier, par exemple, au marché à Granby, étant donné qu'on était en mode virtuel, bien, on avait un nombre limité de produits qu'on pouvait mettre en marché, puis on le change à toutes les semaines. Fait que ça, ce que ça a fait, c'est que oui, ça en a fait connaître davantage à des nouveaux clients, mais je n'ai pas eu à créer de nouveautés. Mes opportunités, par contre, ils se sont agrandies à travers des boutiques régionales où il y avait de la demande d'agneaux qu'auparavant, la demande était pas mal moins grande. Fait que oui, de ce côté-là, étant donné que l'achat local a été favorisé, puis que, tu sais, étant en Montérégie, le bassin de population est plus grand, bien, dans les petites fermes un peu plus proches des villes qui ont des boutiques à la ferme, ça nous a occasionné de beaux débouchés. De l'autre côté, certains endroits à Montréal aussi avaient de la demande pour du local. Donc, ça nous a amené aussi d'autres ouvertures de portes à des endroits qu'on n'aurait pas pensé qu'on serait rentré là. Fait que oui, produit pour produit, je te dirais que non, parce que les produits, c'est toujours varié. Tout ce qui sort, tout ce qu'on produit finit par sortir. Mais l'élargissement de la clientèle, l'élargissement des endroits de distribution, pour nous autres, ça a été bénéfique cette période-là. Merci. De votre côté, M. Dupont, est-ce que c'est des observations un peu similaires? Vous pouvez ouvrir votre micro. Pour revenir un peu à tantôt, chez nous, on a une production extensive. Ça fait qu'en la période du COVID qu'on a eu, c'est des périodes de naissance, c'est des périodes de réorganisation. Les marchés publics rouvrent la semaine le 20 juin. C'est là qu'on va voir le pouls. Mais j'ai quelques nouveautés. J'ai un petit peu de nouveau pour le marché public. Et puis, comme on disait tantôt, ben c'est sûr que les barbecues, c'est là que ça rouvre. Même là, ce serait peut-être le temps. Là. Mais moi, le gros de ma mise en marché, ça va être au marché public. Puis c'est au marché public qu'on va voir la participation des gens. Beaucoup de gens disent je vais acheter local, mais le dire et le faire, c'est deux choses. Fait qu'on va les contacter là-bas, puis on va voir qu'est-ce qu'ils veulent. Mais j'ai une bonne palette de produits nouveaux. J'ai fait un peu de développement. C'est intéressant. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Mais le gros de ma saison, moi, c'est juin, juillet, août, septembre, octobre, jusqu'aux fêtes. En fait, après les fêtes, ça devient tranquille. Et puis, c'est quand même, j'ai de l'ouvrage aussi au niveau des bergeries. J'ai d'autres travaux à faire aussi. Fait que c'est là que j'oriente ma mise en marché. Mais pour l'instant, j'ai pas sorti de tendance beaucoup là, pour le moment. Mais de toute façon, c'est tranquille aussi. Si je peux me permettre, Hélène, juste pour continuer dans la conversation, M. Dupont tantôt parlait, l'agneau, c'était une viande festive où
parce que souvent, c'était pour recevoir du monde, puis c'est vrai. Nous autres, par contre, je repense là, à ce qu'on a vécu depuis 2 mois. J'ai l'impression d'avoir vécu 1 an dans 2 mois, moi. On a réajusté la variété de produits à des plus petites quantités. Par exemple, des gigots entiers, c'est pas quelque chose que j'ai vendu beaucoup dans le temps de Pâques parce qu'il n'y avait pas de partie de famille, mais j'ai axé beaucoup sur du demi-gigot. Je te dirais que où j'ai viré mon gigot en cube pour permettre de vendre du cube à brochette, exemple. Fait que c'est ce qui c'est la tendance qui s'est développée chez nous, c'est que là, du gros morceau, du gros volume, du gros morceau à vendre à l'individuel, c'est quelque chose qui a fallu changer dans nos façons de mettre notre produit en marché. Les gens ont acheté beaucoup de petites quantités, mais de la petite quantité, du petit volume. Par rapport à votre capacité à rentabiliser, dans le fond, vos opérations, là, à chaque manipulation additionnelle, c'est des coûts supplémentaires pour vous. Est-ce que c'est un défi quand même important que vous avez là, au niveau, tu sais, à chaque fois qu'on ajoute une manipulation, on ajoute un coût, donc le prix augmente un peu. Le fait de rapetisser les portions, est-ce que ça contrebalance un peu pour le fait que des fois, certains prix doivent augmenter parce qu'on a un produit un petit peu plus travaillé? C'est déjà quelque chose qu'on faisait quand même. Nous autres, on vise les trouvailles gourmandes du canton. Autant on peut vendre l'agneau entier, autant on peut vendre nos détails, autant on vend de l'agneau découpé en entier ou en demi. Fait que c'est quelque chose qu'on faisait déjà de faire, exemple, je te dis le gigot, du demi-gigot puis du gros gigot. Sauf que, disons qu'on s'est taxé un peu plus sur le demi. Donc, les prix, dans mon cas, n'ont pas changé parce que ma base de prix était déjà faite, mais c'est juste une question de gestion de volume. C'est là qu'il a fallu s'orienter. Bon, ça occasionne un petit peu plus d'ouvrage, mais c'est quand même pas extrême parce que l'agneau, c'est pas une grosse pièce, c'est pas une grosse bête en fait compte à travailler. Et puis c'est toujours beaucoup d'ouvrages à préparer, ça fait que non, moi personnellement, moi non plus, les prix n'ont pas changé nécessairement pour ça. Il y a probablement d'autres facteurs qui vont faire que les prix vont changer, mais ce ne sera pas la grosseur des morceaux ou la COVID, c'est plutôt les transporteurs réfrigérés. Dans le début de la crise du COVID, on s'est fait appeler pour savoir si on était ouvert, premièrement, mais on s'est fait aussi demander est-ce que vous avez monté vos prix? Ça nous est arrivé parce que là, il y avait des rumeurs de dire que là, la viande va coûter cher, il va y avoir une rareté. Puis nous autres, on s'en est servi positivement en disant justement, tu fais affaire avec le producteur, il n'y aura pas de variation de prix épouvantable, même s'il y a de quoi, nous autres, à la ferme, pour inciter les clients, on a donné un petit rabais là, pendant 2 mois pour inciter les gens à se déplacer à Roxton Falls, vu qu'on est loin de tout. Mais ça a été la ligne qu'on s'est donnée. Non, on ne profitera pas de la situation. Au contraire, nos volumes roulent encore. Moi, je suis en photopériode, j'ai des agnolages aux 2 mois. Ben écoute, il ne faut pas que je reste jamais avec mon inventaire dans le congélateur. Donc, ça et tout, ça a été quelque chose qui a sorti beaucoup. Avez-vous monté vos prix pendant la crise? Oui, pour la crainte, l'effet de rareté. Sophie, toi, est-ce que tu avais un petit peu des cues sur comment surfer un peu sur cette ouverture du consommateur-là à se déplacer, favoriser l'achat direct, tout ça? Est-ce qu'il y a comme des cues un peu, des expériences intéressantes à retenir pour avoir du succès dans cette voie-là? C'est une large question que vous posez là. Je pousse le problème à quelqu'un d'autre. C'est sûr que ce qu'on a vu beaucoup, en fait, dans les derniers mois avec COVID-19, puis je ne sais pas si c'est le cas de nos 2 producteurs qui sont avec nous, mais il y a beaucoup de gens qui se sont tournés vers la vente en ligne, qui n'en faisaient pas nécessairement avant avec point de livraison, soit livraison à la maison ou venir récupérer directement à la ferme ou venir récupérer dans un lieu public X. Il y a beaucoup de gens qui ont mis ça en place. C'est sûr que ça demande une logistique particulière au niveau de la chaîne de froid, évidemment, pour transporter les viandes. Ça demande toute une logistique au niveau des paiements, de la commande en ligne et tout. Donc, il y a des défis quand même avec la vente en ligne auxquels il faut penser avant de se lancer là-dedans. Mais plus largement, c'est sûr que quand on fait de la vente directe, puis je pense que les intervenants qui sont présents vont pouvoir témoigner, là, c'est quand même, je pense, un métier en soi, vendre, hein, transformer aussi. Vous avez un C1 en plus à la ferme, puis on
on s'improvise pas nécessairement du jour au lendemain transformateur et distributeur. Puis M. Tremblay aussi, comme épicier, il se spécialise dans cette fonction-là de vendre les produits. Donc, il y a beaucoup de choses auxquelles il faut penser avant de se lancer dans de la vente directe aux consommateurs ou même de la vente directe aux détaillants. Puis c'est pour ça qu'au niveau du ministère, on recommande beaucoup à toute entreprise, là, que ce soit dans l'agneau ou dans n'importe quelle autre production, de faire un plan de commercialisation. Soit vous-même comme producteur, il y a toutes sortes de modèles qui existent en ligne, ou de faire affaire avec les réseaux agri-conseils pour vous aider là-dedans, pour vraiment bien réfléchir à c'est qui votre clientèle cible. Parce que là, on en a parlé, tu sais, tout à coup, les rassemblements sont plus permis, ben ça change complètement le type de produit qu'on va vendre aux consommateurs. Ben ça, c'est des trucs auxquels il faut penser. Puis on parle pendant un temps, ben là, les produits déjà transformés puis pré-marinés étaient plus tant demandés par le consommateur. Ben ça, c'est toutes des choses qui vont varier selon qui vous visez comme consommateur, vous êtes dans quel coin, etc., etc. Fait que c'est des choses auxquelles il faut réfléchir en amont, les emballages, l'étiquetage, les permis, évidemment, c'est parce que au moins un permis de préparation générale au minimum ou permis de vente en gros de produits carnés si vous faites affaire avec des intermédiaires. Identifier un abattoir proche de chez nous qui est sous inspection permanente, qui nous permet de récupérer nos produits par la suite pour les revendre, parce que vous savez probablement que les abattoirs de proximité ne permettent pas de reprendre nos produits une fois qu'ils sont abattus là. Donc, il y a beaucoup de détails auxquels il faut réfléchir quand même avant de se lancer dans ça. C'est bon, je vous remercie, Sophie. En fait, il y a des gens qui ont inscrit dans la section du chat. Si vous voulez avoir, jetez un petit œil là, dans la bulle en haut à gauche, vous allez voir qu'il y a des gens qui ont fait part d'un petit défi très spécifique là, dans la région de l'Outaouais-Pontiac par rapport à la disponibilité en abattoir. Fait que Sophie, si vous pouvez peut-être jeter un œil là-dessus, puis soit vous pouvez répondre par chat directement à la personne qui a posé la question, ou si c'est une information que vous pensez qui peut être d'intérêt général, je vous inviterai à réintervenir un petit peu plus tard à ce sujet-là. J'aimerais revenir à Jean-Nicolas. Si j'avais bien appris quand tu nous avais déjà rencontrés, la façon dont ça fonctionne dans les chaînes, je pense que vous avez... Est-ce que tu peux juste fermer ton micro, Jean-Nicolas, s'il te plaît, puis le réouvrir à la dernière minute? Merci, parce qu'il y a comme un retour de son étrange. Donc, c'est ça. Donc, au niveau des chaînes, vous avez, je pense, un pourcentage de vos achats qui est à votre discrétion, dans le sens où vous pouvez faire des ententes avec des entreprises de la région, de votre choix, tout ça. Puis, vous avez quand même une vaste proportion du pourcentage qui est poussée par la bannière. Est-ce que tu penses qu'avec tout cet engouement-là de l'achat local, ça pourrait changer un peu les façons dont les grandes bannières fonctionnent comme ça, puis peut-être revoir les pourcentages pour donner un petit peu plus de souplesse aux détaillants pour faire des ententes régionales? On est carrément dedans actuellement. Je dirais que l'avantage avec une bannière comme IGA, je vous donne un exemple, dans les 2 derniers mois, j'ai aidé énormément de restaurants et de fournisseurs locaux. IGA, dans ce temps-là, on doit faire, oui, ça fait partie de nos achats, de notre fidélité d'achat qu'on appelle. Oui, on a un pourcentage toujours à respecter. On a un 10% d'achat qu'on peut faire ce qu'on veut avec. Mais là, on l'a largement dépassé. On a aidé des restaurants là, qui, comme je vous donne un exemple, un restaurant comme La Bête. Ben, c'est un restaurant qui est spécialisé dans le bœuf. Tout d'un coup, le propriétaire m'appelle, c'est quelqu'un que je connais, c'est un client dans un magasin. Go, je te fais rentrer dans nos 5 magasins, je vais acheter ton produit, je vais te donner un coup de main. Il ne faut pas que tu perdes ça. Puis j'ai fait ça peut-être avec une dizaine au moins d'entreprises. Donc, automatiquement, oui, on a donné un gros. Mais IGA a été très proactif là-dessus. Ils n'ont même pas tenu compte de nos achats qu'on a faits. Donc, ça même pour nous autres, c'était par contre, est-ce qu'on peut continuer ça dans le futur? Il faut quand même qu'il y ait des paramètres. On n'a pas le choix. Tu sais, quand tu es rendu avec 295 magasins dans une chaîne comme IGA, si tu ne mets pas de paramètres, tu vas perdre le contrôle. Donc, il va y en avoir des paramètres, mais ils sont là-dessus actuellement. Ils sont en train de travailler à savoir qu'est-ce qu'on fait avec ça, comment est-ce qu'on peut, le mouvement d'achat local, comment est-ce qu'on peut tirer pour que tout le monde puisse avoir vraiment leur petit côté positif. On le fait quand même depuis plusieurs années avec des producteurs locaux au niveau
des fraises, des pommes, du blé d'Inde, des choses comme ça, qui c'est déjà fait parce que c'est des ententes avec la bannière. C'est-à-dire que la bannière ils vont demander quand même une cote pour la mise en marché. Et là, ça fait partie de nos achats autorisés dans ce temps-là. Nous autres, ce qu'on fait, on fait affaire directement avec le producteur. Le producteur, lui, va nous envoie sa marchandise, mais la facturation passe par Sobeys à la place en EDI. Donc, pour nous autres, je vous dirais que dans ce temps-là, pour moi, c'est tout le temps, c'est juste un win-win. Puis même les fournisseurs locaux aiment ça aussi. Ça leur donne quand même une capacité pour embarquer sur la grande distribution, mais en étant tout de même limité. C'est-à-dire que le producteur local, il ne pourrait pas arriver et rentrer dans 295 magasins, mais il est capable de rentrer dans 7 IGA aux alentours. Donc, ça peut lui donner vraiment un très grand coup de main. Donc, Sobeys sont quand même très ouverts à ça. Et je voudrais même que les 2 dernières années ont été encore plus ouverts à ça et ça se fait quand même de mieux en mieux. Par contre, les 2 derniers mois ont tellement été différents et ont tellement tout mêlé pour tout le monde que je sais qu'actuellement, ils travaillent là-dessus. Même, on a eu une discussion la semaine passée sur un appel là, avec Sobeys là-dessus. Ils sont en train de regarder le modèle actuellement. Est-ce qu'il pourrait avoir des modifications? Oui. Est-ce qu'on a des garanties de ça? Non. Là, mais à venir jusqu'à maintenant, je sais par contre que ça fait partie de leur questionnement. Puis, ils sont vraiment bien interpellés par ça. Là. C'est bon, je te remercie, Jean-Nicolas. Alors, je rappelle à nos participants, là, il y a quelques questions qui rentrent par le chat, certaines qui rentrent sur mes textos aussi. Donc, n'hésitez pas, si vous souhaitez prendre la parole, poser une question, vous pouvez indiquer dans le chat que vous aimeriez avoir la parole ou vous pouvez tout simplement directement taper votre question, ça va me faire plaisir de la lire. Donc, je vais revenir encore à Jean-Nicolas pour une petite minute parce que tantôt, quand tu as parlé de la différenciation du produit entre l'agneau de Nouvelle-Zélande et l'agneau du Québec, qu'on parle de 2 choses comme complètement différentes, ça a interpellé un participant qui se demandait si c'était une pratique courante en épicerie de mettre un peu en parallèle des produits d'origine différente, là, comme des coupes de Nouvelle-Zélande qui seraient à côté des coupes du Québec. Puis comment vous manœuvrez la stratégie des prix aussi quand vous avez comment tu fais pour est-ce que vous planifiez vos prix en fonction des produits qui se côtoient sur la tablette aussi? Comment ça fonctionne tout ça? OK, il y a plusieurs quand même paramètres à la question. Est-ce que je vais être capable d'y répondre en profondeur sur chacune? Non, c'est une très, très bonne question. Nous autres, on y va aussi avec l'approvisionnement qui est disponible et selon aussi quand il y a parfois eu des annonces ou des choses comme ça. C'est là qu'il va y avoir une différence. Puis selon l'approvisionnement, nous autres, on va avoir au niveau de notre grossiste. C'est sûr que si je fais affaire avec mon fournisseur local, on a un en particulier avec qui on peut faire affaire, on va acheter l'agneau entier. Et là, on va être là, dans ce cas-là, c'est facile on martèle sur le produit du Québec. Moi, je dirais là, depuis 2 ans. Depuis 2 ans, là, environ, là, je parle que c'est celui-là du Québec qu'on va mettre de l'avant. Par contre, comme je vous dis, des fois, il va y avoir une annonce circulaire, il va y avoir un produit X qui va être demandé, nous autres, on commande de la chaîne, et c'est quelque chose que moi, dans ça, je n'ai pas nécessairement le contrôle, et là, je peux avoir un produit de la Nouvelle-Zélande. Fait que ça peut arriver. Est-ce que je vais en mettre un à côté de l'autre pour le mettre en compétition par rapport au prix, par rapport à la marge? Non, vraiment pas, parce que ça ne servira à rien pour nous autres de le faire de cette façon-là. Puis du meilleur du autre, c'est pas assez des volumes qui vont donner une différence. Par contre, s'il y a de quoi à faire, moi je dis si vous avez le choix, parce qu'on va appliquer c'est Agneau du Québec, that's it. C'est la seule chose qu'on va faire. Dans certains magasins, moi je travaille le bœuf de la Gaspésie. Et là, il va être à côté du bœuf qui va être soit le bœuf canadien, du bœuf US. Là, il peut en avoir, mais là, on va mettre de l'avant le bœuf de la Gaspésie. On a une demande dedans. Et ça, je vous dirais, là, justement, encore, là, quand on parle du local, là, moi, j'ai 2 magasins en particulier qui travaillent le bœuf de Gaspésie. Puis c'était une entente là, qui est de long terme. Et il y a une explosion aussi dans cette demande-là. Mais là, il va être à côté de l'autre. Mais est-ce qu'on va les mettre en comparaison, les mettre en compétition? Non, c'est pas l'intention. Comme je vous dis, c'est vraiment dans le type d'approvisionnement. Demain matin, on fait une annonce toutes les 295 IGA sur un produit, avec un produit agressif, sur un produit de l'agneau, sur une coupe de l'agneau en particulier. Est-ce que votre approvisionnement est adapté à ça? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que quand ça arrive, je reçois de l'agneau qui vient de la Nouvelle-Zélande. Donc, c'est un peu ça. Mais non, je ne les mets pas en compétition. Non, ce n'est pas l'intention. Et si, quand on a le choix, c'est l'agneau du Québec, tout simplement qu'on garde. Là. Merci, c'est une belle conclusion à ton intervention. Monsieur Dupont, j'ai une question pour vous qui m'est parvenue. Les gens aiment toujours ça, les boules de cristal, un peu. Hein? C'est toujours intriguant de savoir
avec l'expérience, les feelings que les gens ont, où est-ce qu'on s'en va? Fait que j'ai quelqu'un qui avait envie de savoir où est-ce que vous vous voyez dans 3 mois par rapport à votre situation, vos stocks, vos marchés. Est-ce que vous voyez que la période des fêtes va être aussi bonne que l'année prochaine? Avez-vous des appréhensions? Que l'année passée, pardon? Est-ce que vous avez des appréhensions? Comment vous voyez votre automne, là? Ben, c'est sûr que je vois l'été extraordinaire. Je crois que ça va être très bien cet été. À l'automne, ça peut être différent parce qu'à l'automne, on fait beaucoup d'événementiels chez nous. Marché de Noël, d'automne, d'événements ici et là. Alors ça, je pense, je ne sais pas comment ça va se préparer, mais on peut peut-être mettre une croix là-dessus si on suit la tendance présente. Mais pour ce qui est de l'été puis de mes stocks à l'automne, je m'attends que ça va très, très bien aller parce que on sent que l'engouement pour le marché public est présent. Et puis, c'est juste ce qu'on va avoir comme contrainte, comme obligation. Les grandes chaînes se sont adaptées, se sont installées en conséquence. Nous, au marché public, on devra s'installer aussi. Là, je suis plus dans l'administration, ça fait que je peux pas trop savoir d'avance. Je vais savoir en même temps que tous les autres membres, mais toutes les contraintes qu'on va avoir au marché, si les exigences sont immenses ou s'ils sont comparables aux grandes épiceries, on peut bien vivre avec ça, il n'y a pas de problème. Mais pour l'automne, ça peut être tranquille aussi dans le sens que moi, je fais beaucoup d'événementiels. Et puis, si les rassemblements sont pas encore permis à l'automne, ben, les événements, c'est plus complexe. On le voit présentement avec les événements d'été. On en fait habituellement un petit peu avant l'ouverture des marchés aussi, puis là, on ne peut pas en faire. Dominique, toi, ta boule de cristal, est-ce qu'elle vient de la même usine que celle de M. Dupont ou tu as une lecture un peu différente de ce qui t'attend? Écoute, nous autres, pour les marchés publics, nous autres, cette année, on vit des choses qu'on n'a jamais vécues à Granby. On est en train de construire notre nouveau bâtiment. Fait que déjà, le marché public traditionnel, même en temps de pandémie, aurait eu lieu, même pas en temps de pandémie, aurait eu lieu différemment. Le concept qu'on a mis en ligne, qu'on a créé au mois de mars, qui est de faire ton achat en ligne puis de venir récupérer tes choses et dans le fond, on fait un take-out à l'auto. Les gens passent, puis en 4 minutes, ils ont tous les produits de la semaine, les produits maraîchers, le produit transformé, le bœuf, le porc, l'agneau, tout. Nous autres, on continue cette façon de faire-là jusqu'au 30 août actuellement. Si les mesures nous permettent de libérer les gens et qu'on puisse avoir un marché plus traditionnel, nous autres, on va inaugurer notre nouveau bâtiment, notre nouvel endroit au début septembre. Donc, moi, j'appréhende un bel automne parce que nos marchés se terminent autour du 20 octobre. Du côté, si je me transforme, je m'envoie directement chez nous, je vois ça de bon augure aussi. L'été, le tourisme devrait être plus local cette année. Là. Les gens devraient moins sortir avec tout ce qu'on entend qui est fermé. Donc, ça va être bénéfique pour nous. Il va y avoir du monde qui vont se promener dans la région. Puis, aussi, je m'attends cet automne à avoir peut-être un peu plus de ventes d'agneaux entiers pour le congélateur. J'ai vécu une tendance ce printemps aussi. Il y en a beaucoup qui ont dit on se sécurise. Mais je m'attends à ce que mon volume soit plus élevé cet automne. Fait que c'est sûr que c'est une boule de cristal, comme tu dis, Hélène. Ça va peut-être, tout change aux 3 jours ces temps-ci. Ce que je dis là n'a peut-être même pas d'allure. Tout à fait. C'est mon idée. Je te remercie. Sophie, entre-temps, avait mentionné là, par rapport à la question, la préoccupation au niveau des abattoirs, des abattoirs de proximité, là, et il semblerait que du côté du ministère, il n'y a pas nécessairement rien de prévu au niveau de modification de la réglementation. Alors, ça répond possiblement un peu à la question qui est très spécifique. Je vais inviter les gens, Marie-France et Jean de la firme Roxovine qui avait posé la question. Peut-être que vous pourriez entrer en communication directement avec Sophie après la rencontre pour échanger un petit peu plus précisément par rapport à votre préoccupation. Si je reviens à une question qui est un petit peu plus générale, qui est une question qui est très officielle d'une vraie journaliste, donc pas juste moi qui m'improvise. Alors, Josiane Desjardins de La Terre de chez nous mentionnait que M. Dupont a fait part de ses préoccupations quant au caractère occasionnel de luxe pour consommer l'agneau du Québec. À la lumière des idées proposées par M. Tremblay des marchands IGA, quelles sont les solutions envisagées par l'industrie pour renverser cette tendance?
Mais en fait, ça va me permettre aussi peut-être d'introduire dans la discussion Pierre Lesseur, qui est le président de l'EOC, les éleveurs de vin du Québec. Pierre avait quelques questions à adresser, entre autres, à Jean-Nicolas. Donc, peut-être, Pierre, en même temps, tu pourrais, par une petite intervention rapide, parce qu'on arrive à la fin de notre temps alloué. Si tu peux ouvrir ton micro, Pierre. Alors, peut-être que tu pourrais adresser en même temps un petit peu la question de Mme Desjardins, puis après ça, amener là, les questions que tu avais pour Jean-Nicolas. Bien, bonjour tout le monde. Merci, merci aux différents intervenants qui sont présents aujourd'hui. Merci à Jean-Nicolas aussi. On a eu la chance d'échanger un petit peu en début de semaine. Pour ce qui est de ce que Jean-Nicolas, l'intervention de Jean-Nicolas au début, je dirais à Josiane que, entre autres, on est à travailler, on est à essayer. En fait, on communique beaucoup avec Marc Fortin de la Commission canadienne du commerce de détail. On travaille avec l'ADA, la distribution. Puis en fait, j'ai des questions qui vont peut-être diriger ou répondre indirectement par des questions à Josiane, à Jean-Nicolas. L'importance d'occuper tous les magasins. Je n'irai pas avec Sobeys, je vais juste dire chez IGA des sources, exemple, vous avez 5 magasins. Est-ce qu'on doit forcément, pour faire affaire avec vous, occuper les 5 magasins? La réponse est non. La réponse est non, tout simplement parce que j'ai 5 magasins et oui, j'en ai 2 qui sont peut-être à 7-8 minutes de distance, mais sinon, j'en ai qui peuvent être à 45 minutes de distance entre l'un et l'autre. Pour nous autres, c'est pas un prérequis de dire tu rentres dans les 5 magasins. Ça, on parle de compte majeur dans ce temps-là. Un compte majeur, ça veut dire que moi, je vais faire une négociation pour l'ensemble, pour un gros compte. Là, on parle de compte à centaines de milliers de dollars. Ben, dans ce temps-là, de vente, ben, dans ce temps-là, ça va être des ententes que moi, je vais gérer pour l'ensemble du groupe. Si on parle, mettons, pour un produit comme l'agneau, ben, je vais avoir un fournisseur. Non, pas besoin. Le fournisseur peut aller voir tout simplement un seul magasin, peut aller en voir 2, peut aller voir les 5 s'il veut. Mais ça, pour moi, il n'y a aucun enjeu à cet effet-là. Puis c'est justement ça, je pense, la beauté de dire on va pouvoir acheter local, parce que des fois, c'est vraiment même micro, hein, local. À Sainte-Catherine, nous autres, on fait affaire avec des fournisseurs qui sont justement de Sainte-Catherine, de Pont-Rouge, de Neuville, et ils vont juste être à ce magasin-là. J'ai un magasin à Bois-Châtel qui fait affaire avec des producteurs de Bois-Châtel ou de l'île d'Orléans et qui font affaire juste là aussi. Donc, on y va très local. Puis je pense que c'est une belle force que vous pourriez avoir. Et auprès des marchands IGA, dans le sens que pas mal tous les IGA, c'est un peu comme ça. Tu n'as pas besoin. Puis, et je pense pas que je connais pas en tout cas vraiment de marchands qui ont la mentalité de dire, si vous voulez rentrer, vous rentrez dans tous nos magasins, puis voici ce que vous devez réaliser comme marge. Quand on fait affaire avec un fournisseur local, moi, mon intention, c'est de dire, tu rentres chez nous, puis il y a un win-win à avoir les deux, that's it, puis il faut qu'on ait du plaisir à vendre ensemble. C'est bien. L'importance d'occuper 12 mois la tablette, est-ce que c'est une chose aussi? C'est pas nécessairement l'importance, tant que ce que j'ai pu voir par plusieurs types de produits par le passé, il y a des moments qui sont plus down où on doit réduire un peu le layout. On doit réduire tout le nombre de SKU disponibles. Oui, ça c'est une chose qu'on fait. Par contre, de dire je l'enlève complètement, c'est rarement une bonne décision marketing de dire je l'enlève pendant un certain temps. Quand tu remets le stock, il faut quand même faut faire un wake-up call à tout le monde en même temps. Et on parle encore de grande distribution. Est-ce que moi, mes équipes au niveau de la boucherie, quand tout en décolle, ont vraiment le temps de dire je vais redonner à une catégorie un produit? Moi, mon avis, c'est que ça devrait rester toujours 12 mois sur les tablettes, mais adapté sur qu'est-ce qu'on voudrait avoir en tablette pendant les temps un peu plus morts. Je ne sais pas si c'est des avenues possibles chez vous ou c'est des avenues intéressantes. Moi, je vois quand même qu'il y a eu de l'agneau sous vide qu'on a utilisé dans nos magasins, qui était de l'agneau du Québec sous vide. Oui, certes, c'est pas on pourrait dire aussi sexy que si on le prend et qu'on a vraiment notre pièce qu'on défait nous autres mêmes et qu'on va dépecer nous autres mêmes. Ça, c'est le maximum. Par contre, j'arrive en janvier, c'est un temps mort. J'ai un produit qui est plus long, que je peux garder plus longtemps sur les tablettes, qui va être un beau produit de qualité. Pour nous autres, dans ce temps-là, je pense que c'est le même qu'on peut davantage pallier à dire j'en ai à l'année et qu'on ne génère pas trop de pertes et que ça devient intéressant quand même pour le consommateur et pour toute la chaîne au complet. Là.
Merci, Jean-Nicolas. Ça répond en partie à la régularité d'approvisionnement. En fait, on pourrait donner une régularité dans le produit sans que ça soit les mêmes découpes ou les mêmes... au niveau de la grosseur des pièces, est-ce que c'est important pour vous qu'il y ait une régularité dans la grosseur? Parce qu'on le voit comme dans le porc ou ils sont après essayer de faire la carcasse parfaite, là, qui peu importe l'animal, on va découper, puis ça va tout être la même grosseur. Actuellement, dans l'agneau, on sait que c'est pas vraiment le cas. Donc, on a des grosseurs différentes les côtelettes, les carrés, les gigots. Est-ce que c'est important pour vous qu'il y ait une régularité dans la grosseur des pièces? Je vois pas vraiment je vois pas vraiment une importance. Encore là, c'est la vie de Jean-Nicolas, tu sais, et je discute régulièrement avec soit mes gérants ou avec certains bouchers en même temps aussi, là. Est-ce que c'est vraiment une importance? Non, je dirais non. Encore là, je pense que ça fait partie un peu du côté un peu plus industrie. Tu sais, c'est du Québec, c'est pas une industrie qui est faite à la chaîne, qui est modifiée ou quoi que ce soit. Donc non, je vois pas nécessairement. Par contre, est-ce que, et parce que moi, encore là, mon type de vente est quand même relativement différent de ce qu'on peut retrouver un peu comme on a parlé avec M. Dupont, M. Boulay, c'est différent comme type de souvent comme de clientèle. Est-ce que je dois, moi, dire le gigot qu'on a toujours vendu, est-ce que c'est l'orientation? Non, parce que je le vois selon les magasins. Tu sais, j'ai un déplacement. Je vends plus d'agneaux hachés que je pouvais en vendre par le passé. Je vends un petit peu moins de gigots que je pouvais en vendre, mais je vends plus de côtelettes que je pouvais en vendre par contre en même temps. Fait que, tu sais, il y a un déplacement qui se fait, puis on le voit que c'est vraiment plus pour peut-être une personne, 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, mais tu sais, le côté, le gros festif et tout ça, je pense pas. Fait que moi, si on revient, est-ce que le format a un impact? Je pense pas qu'il doit arriver toujours de la même façon que moi. Je pense que ça fait partie un peu du côté là, artisanal, entre guillemets, là, sans vouloir rien choquer. Là, c'est un côté qui demeure sharp, peut-être de dire que non, je n'aurais pas le même format tout le temps. Par contre, est-ce qu'il y a une orientation vers un format plus petit? Ça, par contre, sur ce qu'on vend ou sur les types de coupes qu'on va vendre, oui, c'est sûr. Là. Merci. Je ne prendrai pas plus de temps. Hélène, elle me regarde, puis elle s'impatiente. Merci, Jean-Nicolas. De toute façon, j'ai tes coordonnées, puis on va certainement avoir à échanger encore beaucoup. On gagnera à se rencontrer quand le déconfinement sera là. Et puis, si mon intervention n'a pas répondu aux questions de Josiane, elle peut me rejoindre facilement. C'est comment? En fait, il y a peut-être une petite question complémentaire très rapide. Je pense que nos 3 intervenants dans la distribution vont pouvoir y répondre, là, peut-être plus ciblés pour Jean-Nicolas et Pierre. Est-ce que les pièces d'agneau préparées marinées sont les plus recherchées par les consommateurs? Selon moi, ce n'est pas encore nécessairement les plus recherchés dans le sens où c'est encore peu connu. Comme je vous disais, par contre, quand ça a sorti, là, il y avait des côtelettes qui étaient marinées. Il y a eu un succès dans ce produit-là. Il y a même eu une annonce dans ce produit-là. Il y a eu un succès parce que c'était comme d'un coup différent. On ne parlait plus du gigot, ce qu'on mettait même tout le temps comme je disais, le gigot oui, à la menthe, là, mais je dirais, dans le mariné, est-ce que moi, personnellement, j'aimerais ça travailler? Oui. Puis tantôt, je parlais avec notre propriétaire, M. Gagné, qui était, je pense qu'il était assez reconnu ici à Québec pour la viande. Là. Puis on en parlait de ça ensemble parce que lui aussi, il aime ça l'agneau. Puis il dit, tabarouette, c'est vrai que je veux voir quelqu'un, moi, dire, let's go, je pimpe mon barbecue avec de l'agneau. On parle souvent comme ça parce que c'est un langage qui se fait de plus en plus, dans le sens qu'il y a bien des tripeux, des jeunes tripeux qui embarquent au niveau du barbecue. Mais il dit, c'est vrai, pourquoi qu'on ne voit pas ça barbecue érable, du bourbon bacon ou des choses comme ça dans ce type-là? C'est des genres de choses que lui, qu'on se questionne encore là dans la grande distribution, ou est-ce que nous autres, on se dit, je veux le vendre comme ça, puis de donner envie. J'ai un de mes gars qui l'a essayé l'été passé, qui est dans notre magasin à Cap-Rouge, qui est notre plus gros magasin. Et il y a eu un beau succès là-dedans, par contre. Je dois vous le dire, il y a eu un beau succès. Il est arrivé avec de l'agneau mariné qu'il a vendu pour le charcoal et ça a bien fonctionné. C'est bien. Merci. Ton micro, Hélène.
Merci. J'avais une voix moins énervante, le micro fermé. Oui, alors donc, votre dernière intervention, M. Dupont, puisqu'on arrive à la fin de notre discussion d'aujourd'hui, est-ce que pour vous, vous pensez que c'est un défi quotidien avec lequel vous jonglez, la question du format, la régularité, les coupes standards, tout ça, est-ce que ça demeure un défi pour vous? Non, c'est pas tellement un problème. C'est sûr qu'au niveau de l'agneau mariné, comme on parlait dans la discussion, c'est pas nécessairement la force de la maison parce que à Rivière-du-Loup, ici, j'ai un compétiteur qui est accentué là-dessus, l'agneau mariné ou la viande marinée. Tu sais, ça me donnerait d'essayer de la coter, là. C'est pas ma game, pantoute. Fait que j'ai pas été de ce côté-là beaucoup, un petit peu. Par contre, j'ai des produits des terrines, des rillettes en conservation, en petits pots, en terrine, en mousse de foie. Ça, c'est une game que j'ai jouée. Mais par contre, j'en ai beaucoup qui sont arrivés dans la région à en faire. On était rendu 6 producteurs à faire le même produit ici dans la région, puis tous à la même place, qui ont été référés par toute la même personne à la même place. Fait que ça, j'ai arrêté de jouer cette game-là un petit peu. J'ai mis de l'énergie ailleurs. Ce que j'ai mis beaucoup d'énergie puis que j'ai aimé développer, c'est mon bacon d'agneau. Tantôt, j'entendais parler érable, agneau, fumé, voilà. Mon bacon d'agneau, pour moi, c'est une merveille. Et puis, les gens reconnaissent mon bacon d'agneau. J'ai fait plusieurs émissions avec, puis les gens le reconnaissent. Puis c'est un produit que j'ai développé. D'autres l'ont essayé, ils n'ont pas mis la même énergie dessus. Ça fait qu'ils l'ont pas développé, ils l'ont pas propulsé comme j'ai pu le propulser. Mais moi, c'est un de mes produits d'appel, c'est un de mes produits forts. Et puis les petites coupes, c'est sûr que pour l'été 2020, ça va être des petites coupes, peut-être aller plus vers du prêt à cuire ou avec la recette plus, ou je dis pas que je mettrai pas les autres ingrédients comme ils font dans certaines boîtes là. Mais je vais peut-être aller un peu vers ce côté-là pour l'été 2020, mais c'est les nouveautés que je vais avoir. C'est des suggestions pour donner la facilité aux gens de le préparer, leur donner les ingrédients pour qu'ils aient l'impression d'être le cuisinier. Non, ben, je vous remercie. Des belles surprises à surveiller qui s'en viennent de votre côté. Je vous remercie. Dominique, pour ta part, toi, est-ce que c'est des défis auxquels tu fais face ou c'est ailleurs tes grands enjeux? Par rapport, tu parles au mariné? Le mariné, mais aussi l'aspect de la régularité, l'uniformité de tes pièces, tout ça. Tu sais, ça a été des défis auxquels l'industrie a fait face dans les dernières années, tu sais, d'essayer de régulariser l'approvisionnement, avoir des agneaux plus uniformes, tout ça. Est-ce que toi, à ton niveau, c'est un défi avec lequel tu dois manœuvrer encore aujourd'hui ou c'est plus, t'es rendu ailleurs? Écoute, moi, je te dirais mon opinion là-dessus par rapport à l'uniformité. Je suis totalement contre, je vous dirais, parce qu'on va se trouver à faire un produit qui est tout pareil, fait par tout le monde. Tu sais, moi, j'ai travaillé en production porcine pendant 11 ans. On priorisait toujours les 3 mêmes races. Là, maintenant, on priorise les poids. Tout ça pour le bien du transformateur, tout ça pour le bien de l'abattoir. Si on veut rester, puis on veut se démarquer, parce que on ne se le cachera pas, là, comme dans ma région, ici, il en pousse des producteurs d'agneaux. Puis là, tout le monde essaye de venir chercher sa part de marché puis de faire son bout. Ce que je trouve un petit peu déloyal parce qu'on devrait tous travailler ensemble et non un contre l'autre. On se doit de demeurer différents pour pouvoir faire en sorte qu'on se démarque. Monsieur Dupont parlait de son bacon d'agneau. Regarde, c'est parfait. Moi, je fais un smoke meat qui est super bon aussi. Il y en a qui essayent de m'imiter. Je le vois des fois je le vois plate dans le sens que on essaye de venir chercher ce que je fais pour aller chercher des parts de marché, mais d'un autre côté, c'est flatteur parce que ça veut dire qu'on fait quelque chose de bien. Fait que si on s'en va en disant qu'il faut avoir la même race, qu'il faut avoir le même poids, qu'il faut avoir tout le même target, bien là, on est tous bien de tous se mettre des camisoles jaunes ou des camisoles oranges puis tout faire la même affaire. Fait que moi, je suis quelqu'un qui ne respecte pas les règles, je suis quelqu'un qui est marginal. C'est comme ça que je m'en sors. C'est comme ça aussi que mes clients sont contents et que je développe ma fidélité. Parce que oui, des terrines comme M. Dupont, moi aussi j'en fais, mais il faut aller chercher la petite touche différente pour pouvoir être au-dessus, en avant de la parade. Tu sais, dans le cas des IGA, moi, si les IGA s'en vont, on parle de Jean-Nicolas, bien justement, si chaque IGA a son producteur ou qui a sa façon de faire, bien, ça va être justement un plus pour cette épicerie-là parce que si les gens aiment tel ou tel éleveur puis qu'ils savent qu'ils se retrouvent chez le IGA de telle place, bien, ça va faire que le IGA va bien vivre puis ça va donner aussi un bon volume
au producteur potentiel qui va être là. Fait qu'il faut travailler ensemble, mais il faut demeurer quand même qu'il y ait un aspect différent parce que on devient, à un moment donné, on travaille ensemble comme producteurs dans beaucoup de choses, au niveau du syndicat, au niveau du technique, mais veut pas, on devient compétiteur quand on est au niveau de la mise en marché. Et si on veut continuer à travailler ensemble au niveau de la compétition, au niveau de la mise en marché, bien, il faut demeurer différent dans nos produits. Parce que veut pas, excusez l'expression, on va finir par se couillonner entre nous autres. Puis il y en a de la place aussi. Au Québec, là. On n'a pas besoin d'aller cogner sur le marché de l'autre. Moi, personnellement, quand j'arrive à une place et qu'on me dit je prends l'agneau de tel producteur, pas de trouble, je me tasse, je m'en vais. Mais ce n'est pas non plus la philosophie de tout le monde. Fait que c'est là que moi que je suis rendu dans ma mise en marché. C'est comme ça que je le travaille. Merci beaucoup, Dominique. Sophie, est-ce que c'est un bon mot d'ordre à retenir? Innovation, originalité, créativité? Oui, puis je reviens avec ce que M. Tremblay disait à la fin. Je pense que ce qui vous unit, c'est que vous produisez tous de l'agneau du Québec. Puis ça reste que c'est ça qu'il faut réussir à faire adopter aux Québécois en général. C'est de faire le choix d'abord quand on va à l'épicerie, quand on va au marché public, peu importe où est-ce qu'on va, c'est d'acheter un produit d'ici. Fait que je pense que c'est un cheval de bataille que vous pouvez tous travailler ensemble. Merci, Sophie. Jean-Nicolas, un dernier mot pour conclure. On a été un petit peu cow-boy aujourd'hui. On a dérogé un peu de notre heure de fin, mais avec 4 invités intéressants, je me suis permis une petite latitude. Oui, puis désolé, d'après moi, sur les 8 minutes, il doit quasiment parvenir de moi, étant donné que j'ai la jasette facile. Là. Non, je viens vous dire tout simplement que j'étais bien content de pouvoir faire partie, encore une fois, d'une communication avec vous tous. Si je prends le temps de le faire en même temps, c'est que je pense que j'y crois d'un aussi avec l'agneau du Québec. Puis prendre le temps, c'est facile parce que vous êtes des partenaires d'affaires pour moi. Donc, pour moi, c'est pour le temps de dire, j'aime entendre dire, regardez, pour moi, c'est l'agneau du Québec. Je ne fais pas affaire avec nécessairement avec un fournisseur. Puis pour moi, c'est pas je pense que la force dans tout ça, c'est pas dire que une compétition entre chacun des fournisseurs. Non, il y a l'agneau du Québec. Je pense qu'il faut le mettre de l'avant. Moi, j'y crois à l'agneau du Québec. C'est un produit que j'aime. Donc, je pense que ça vaut la peine de continuer de travailler sur ce produit-là puis de continuer de dire, regarde, oui, il y a l'innovation qui peut s'en venir. Ce que j'ai aimé vraiment entendre là, avec M. Boulay et M. Dupont, c'est de savoir que, regardez, moi, c'est ce qu'on voit qu'il y a vraiment un clash énorme dans la grande distribution des produits avec transformés au niveau de l'agneau. On n'a pas. On est encore sur les coupes traditionnelles qui existent depuis plusieurs années, plus vieilles que moi sûrement. Et là, je vois et j'entends des choses que je fais, waouh, c'est exactement ça. Ce qu'on va sentir d'aller dans toute cette variété-là, ça ne serait pas possible. Par contre, de continuer dans l'innovation, oui, certainement. Puis je vous souhaite le meilleur des succès dans les années à venir. Bien, un immense merci à tous les quatre. Donc, Jean-Nicolas Tremblay, directeur général des IGA Les Sources dans la région de Québec, Dominique Châtelain, propriétaire des Trouvailles Gourmandes du canton en Montérégie, Gaston Dupont, propriétaire de Bergerie Dupont et Sophie Lecré, conseillère en développement régional au MAPAC. Alors, je rappelle à tout le monde que la discussion va être disponible sur YouTube. Alors, on va rapidement diffuser les liens. Et un énorme merci à tout le monde et je vous souhaite une excellente fin de journée. Au revoir. Merci beaucoup.